sais pas si on est en guerre, en tout cas on est dans un chantier comme celui que vous voyez ici sur cette diapositive, chantier qui doit ressembler un peu aussi à l'opération de notre présidente pour essayer de lier les trois universités, mais qui porte ici sur la question du climat. Vous voyez que c'est une opération hautement complexe. Je ne sais pas si nous sommes en guerre, mais je crois qu'il est légitime de commencer à s'avouer, chacun, que la question écologique, ce qu'on pourrait appeler la mutation écologique, car il ne s'agit pas simplement d'une crise, les crises c'est passager, la mutation ça ne l'est pas, rend fou. Je crois qu'on ne peut pas accepter d'être simplement calme sur ces questions, ça rend fou. Alors il y a plusieurs formes de folie, j'en ai fait qu'un début de diagnostic. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui pourraient rajouter d'autres types de folie, ou d'autres types de diagnostics plus précis. Le premier, c'est évidemment le déni, c'est-à-dire de dire, non, finalement, il ne se passe absolument rien d'extraordinaire, finalement, le temps a toujours changé, nous sommes dans une situation absolument normale, et la version extrême de ce déni dont vous avez peut-être entendu parler, qui est maintenant un peu en fin de course, mais qui reste importante, même à l'Académie des sciences en France, qui est ce qu'on appelle le climato-scepticisme, ou qu'il faudrait parfois appeler climato-négationnisme, ça dépend des sources. Et la version douce de ça, c'est l'espèce de quiétisme. Quiétisme est un terme de théologie pour exprimer le fait que c'est le mol oreiller du doute. Bah oui, finalement, mais il y a quand même une dispute, et puis on va bien s'arranger, puis ça ne se transforme pas, les montagnes sont toujours là, les glaciers sont toujours ici, on peut toujours faire du ski l'été, etc., etc. La deuxième forme de folie, elle, c'est exactement le contraire, c'est la mégalomanie. Alors, c'est vrai, il y a un vrai problème, l'ensemble du système Terre est vraiment en mutation, on a fait d'énormes bêtises, faisons-en d'encore plus grandes. Et essayons maintenant de faire de façon massive et explicite une vraie domination de la planète. Et donc par des méthodes de géo-engineering qui sont en train d'être développées un peu partout et qui portent, disons, sur une idée vraiment grandiose que les humains vont finalement entourer la Terre par un système technique encore plus performant. Et puis il y a la dépression. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, si vous êtes attirés par ce sujet de conférence, vous êtes déprimés. Parce que si vous lisez la presse, qu'il s'agisse chaque jour de nouveaux problèmes, qu'il s'agisse de l'azote, qu'il s'agisse de la façon dont nous mangeons, de la disparition des espèces, ou évidemment de façon encore plus tragique des migrations qui sont des migrations en partie dues aux transformations climatiques, ça déprime. Il y a une version, je pense, de folie douce cette fois-ci, qu'on pourrait appeler bipolaire, c'est de penser qu'on va traiter toutes ces questions sans changer finalement beaucoup de choses mentalement et organisationnellement. C'est-à-dire c'est business as usual. On va trouver des méthodes, finalement, absorber des conflits de mutation écologique, c'est pas si différent des conflits, d'absorber les conflits, et là je me rapproche du sujet de notre soirée. Et puis je pense qu'il y a des gens qui sont, vous avez parlé de Gilles Clément, je le mettrais tout à fait dans cette catégorie-là, un mélange entre saint et ermite ou naturaliste, des gens qui disent rien ne va, mais il faut arriver à trouver un certain nombre de visions presque spirituelles. Si vous lisez l'anglais, pour moi, Monbiot, en anglais, représente assez il a un blog absolument ahurissant, totalement déprimant, qu'il faut lire avec beaucoup de cachets d'aspirine, mais qui continue, c'est une forme vraiment je pense, de sainteté, si on peut dire. Donc, et je crois qu'il faut accepter cette mutation écologique parce qu'effectivement, elle rend fou, parce qu'elle modifie le rapport au monde. La folie, c'est une altération du rapport au monde. Nous sommes dans une situation de folie multiple, évidemment, on n'est pas tous d'accord, on n'a pas à être d'accord, on n'a pas les mêmes folies, parce que c'est une altération, d'abord de savoir. Le premier fondement anthropologique, vous avez mentionné, monsieur, en m'introduisant, le nom même que nous portons. Est-ce que nous définissons comme des humains, avec toujours cette relation compliquée? Est-ce qu'on est des humains dans la nature ou en sortant de la nature? C'est toujours une question compliquée. Ou est-ce qu'on est des terriens, des terrestres? Une question très ouverte. Mais il y a évidemment l'autre question, et vous y avez aussi fait allusion, c'est à quelle époque on se trouve? Dans quelle époque
nous nous trouvons? Est-ce que dans une époque moderne? Est-ce que dans une post-moderne? Et ce terme, dont je vais parler plusieurs fois, arrive pour définir l'époque aussi, ce terme d'anthropocène. Donc ça rend fou de ne pas savoir qui on est, de savoir à quelle époque on est. Et puis, et ça c'est une question qui intéresse directement l'Hexagone et les choses qui se font dans cet admirable programme, il y a aussi où est-ce qu'on réside? C'est-à-dire quel est le sol, l'habitat à l'intérieur duquel nous nous trouvons. Et cette triple incertitude, elle est évidemment compliquée par le fait qu'on ne peut pas, en entendant les nouvelles sur l'écologie, ne pas se poser la question de savoir comment on est arrivé là. On croyait qu'on était dans une situation de développement, on croyait qu'on était dans une situation d'émancipation et de progrès, et puis on se trouve avec une masse de problèmes qui nous tombent dessus, qui viennent à nous, dont on ne sait pas comment elles se caractérisent. Donc ce que je vais essayer de faire dans cette conférence, c'est d'essayer d'aborder cette altération du rapport au monde de trois façons. La première, et ça c'est directement dans le sujet de notre série ici, ce sont les arts qui, curieusement, sont extraordinairement sensibles à cette altération du rapport au monde, même ceux qui ne parlent pas directement d'écologie au sens propre ou au sens scientifique. La deuxième, évidemment, ce sont les sciences. Et les sciences, beaucoup de sciences, mais j'en extrairai quelques exemples particulièrement frappants de scientifiques qui sont dans cette situation de désarroi, parfois même de dérédiction, il faut dire, et qui leur fait inventer des tas de concepts un peu bizarres, hybrides. Il se trouve que, ça c'est une chose étonnante, c'est que ce sont plutôt du côté des sciences que se multiplient les inventions intellectuelles pour essayer d'aborder ce changement de civilisation. Et puis, enfin j'essaierai d'aborder cette autre chose qui rend assez fou et qui perturbe assez profondément notre propre discussion, c'est comment est-ce qu'on arrive à aborder ce problème de la représentation politique de ces questions tellement controversées et qui nous partagent tous. On est tous, au fond, aucun de nous n'a une certitude totale sur ces questions de mutation écologique. Donc ma première partie, juste quelques exemples, mais je pense qu'on peut prendre même dans des arts qui peuvent paraître très grand public, comme Gravity, c'est quand même assez extraordinaire. Je suppose que tout le monde a vu Gravity. Il ne faut pas que je vous dise la fin, alors, parce que sans ça, vous n'allez pas... Ceux qui n'ont pas vu Gravity bouchent leurs oreilles. C'est très intéressant de voir un film grand public dans lequel, au lieu d'une conquête de l'espace, on va bouger très loin et avancer de plus en plus sur la Lune, puis sur Mars, etc., dans une espèce d'univers infini. L'histoire, c'est celle, au contraire, d'une espèce d'arrêt, comme le dit dans un livre, dans une très étonnant article Vivero de Castro, un arrêt de monde, ça s'arrête, et on revient, et à la fin, vous bouchez les oreilles si vous ne l'avez pas vu, à la fin, le docteur Ryan Stone arrive sur Terre et elle dit « I hate space », je déteste l'espace. Ça, c'est quand même très intéressant pour ceux qui se trouvent dans cette situation. Et si vous prenez des arts beaucoup plus avancés, n'est-ce pas, comme le grand film Mélancolia de Lars von Trier, de nouveau, cette résonance qui n'est pas du tout liée à l'écologie directement, mais inévitablement. Et là, de nouveau, il faut que vous fermiez vos oreilles si vous n'avez pas vu le film. Ça finit mal, hein. Ça finit mal parce que c'est une espèce de fin d'un certain type d'existence terrestre, d'une certaine définition du globe, disons, une fin de globe. Et là, de nouveau, la fin n'est pas le retour sur Terre, mais disons, je ne dis pas la fin pour ceux qui n'ont pas vu le film. Il y a un très joli dispositif dans ce film qui est cette espèce de petit appareil qui permet aux différentes, pendant toute l'histoire du film, de voir si la menace avance ou recule. C'est une immense planète qui arrive vers la Terre et on pense qu'elle va l'éviter. C'est une magnifique scénarisation de la situation dans laquelle nous sommes tous. C'est-à-dire, est-ce que cette menace est une vraie menace, elle va passer, certains le disent, ou est-ce qu'au contraire, elle va arriver et nous toucher directement. Mais je voudrais insister sur une autre œuvre tout à fait étonnante. Elle est moins connue alors qu'elle mérite de l'être, qui est d'une BD. La meilleure livre sur la question climatique en ce moment, tout genre confondu. Il se trouve que c'est une BD de Philippe Squarcioni qui s'appelle Saison brune, qui est l'exploration par un grand dessinateur de l'angoisse dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire son angoisse à lui de ne pas savoir et de ne pas comprendre,
les efforts qu'il fait pour essayer de capter par le dessin et par l'écriture sa propre, de se faire une idée, au fond, de se rendre sensible à cette situation. Donc vous avez ce magnifique dessin qui utilise des tas de modes très divers, venant de ressources graphiques très diverses. Et la chose la plus étonnante, c'est que c'est très largement un roman graphique dans lequel il interroge sa femme, sa bibliothèque, ses amis, pour essayer de comprendre de quoi il peut s'agir dans cette situation d'incertitude dans laquelle il se trouve. Il entend, comme vous, comme nous tous, il entend, il lit les journaux, il essaie de se faire une opinion, et il passe beaucoup de temps dans la BD elle-même pour interviewer des scientifiques. Vous voyez ici là, Jouzel et Le Trott, qui sont deux grands climatologues, et qui se trouvent interrogés par le BDiste, et qui, de page après page, ce qui est assez étrange, page après page, développent les visions qu'ils ont de la mutation écologique dont je parle, dont le climat n'est qu'une minuscule partie, n'est-ce pas ? Le climat n'est pas toute la question de cette mutation écologique. Et donc je trouve très intéressant que ce soit un BDiste qui ait été le plus loin, finalement, dans l'exploration de nos angoisses. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de pédagogie, ce n'est pas un problème d'essayer de nous faire saisir... On n'entend pas rien de ce que je dis depuis le début ? Bon. Je ne vais pas tout recommencer. Et donc il essaye d'avancer dans la réflexion, mais c'est pas du tout c'est pas de la propagande. Il est partagé. Je pense que c'est le point d'ancrage de ces questions écologiques, c'est de reconnaître notre état d'incertitude. Et j'aime beaucoup aussi le début, parce qu'il commence par Peter Pan, qui est son premier film, et moi aussi c'était mon premier film. Et évidemment, il y a le théâtre. Et là, je fais un peu de publicité pour notre pièce le 1er et le 2 octobre, qui sera jouée à Mélan, qui est d'essayer de trouver une autre façon de saisir ce phénomène fondamental qui est de la mutation écologique. C'est qu'avant, il y avait des acteurs sur une scène qui était une scène relativement stable. Eh bien, cette scène relativement stable est elle-même devenue active, et les scénaristes, Frédéric Aïtouati et ses amis, ont construit une canopée ou une machine qui est elle-même l'acteur principal de la pièce que vous pourrez voir à Mélan, pour essayer de capter cette étrange situation d'être acteur dans un monde actif, ce qui n'était quand même pas évident. Même la grande géographie que nous avons étudiée et que nous aimons n'avait pas encore absorbé l'idée que même la géographie physique était elle-même aussi active, historique, que la grande géographie dite humaine. Et c'est justement le deuxième point que je voudrais faire, c'est que ce que les artistes essayent de capter avec leurs moyens, les scientifiques, avec des moyens évidemment tout à fait différents et qui sont incomparablement plus complexes, mais pas forcément moins pertinents, essayent de saisir. Il y a l'esthétique. Le mot esthétique, pour moi, couvre à la fois l'esthétique au sens artistique, se rendre sensible à, et l'esthétique au sens scientifique, c'est-à-dire créer des instruments qui nous rendent sensibles à. Et il y a quelques termes qui ont été introduits depuis quelques années dans la littérature scientifique que je voudrais partager avec vous, parce qu'ils captent cette situation d'incertitude et de trouble. Le premier, c'est évidemment l'Anthropocène. L'autre, c'est cet étrange terme de grande accélération. Un troisième, si j'arrive, je ne sais pas. Vous n'aurez peut-être pas la patience d'aller jusque-là, c'est celui de limite planétaire. Et ce terme de géographie et de géomorphologie qu'on appelle les zones critiques. Et évidemment, ce personnage qui m'est cher, qu'on appelle Gaïa. Essayons le premier. Et donc, ce terme est très étrange parce que c'est un terme qui signale une époque géologique. Vous savez, et vous avez appris à l'école, et nous avons mis beaucoup de temps à comprendre que les époques géologiques étaient très longues et que nous étions minuscules par rapport à ces grandes époques. Même la dernière, l'Holocène, c'est quand même plus de 2 dizaines de milliers d'années. Eh bien, arriver à inventer ce terme d'Anthropocène, c'est capter quelque chose, une époque, la date est incertaine, qui dure depuis, selon les cas, 60 ans, 80 ans, 200 ans au maximum. Et donc quelque chose qui est extraordinairement rapide et qui marque, pour les géologues qui l'ont inventé, Jan Zalagiewicz, Crutzen et les autres, cette extraordinaire et complètement incompréhensible situation que les forces géologiques qui moulent
la partie de la planète à l'intérieur duquel nous sommes, c'est précisément cette zone critique, c'est-à-dire cette petite pellicule à l'intérieur duquel nous sommes, eh bien, la force la plus importante, ce sont les humains que nous sommes, mais pas aucun de nous individuellement, évidemment, et nous en masse. Mais quelle masse et comment elle est constituée, on ne sait pas. Et c'est ça qu'on appelle l'anthropocène. L'idée que l'histoire géologique, nous en sommes aussi les acteurs, qu'il s'agisse de l'érosion et évidemment qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de l'extermination des espèces, etc. L'acteur géologique le plus important serait les humains, avec des recherches de dates. L'une des dates publiées l'année dernière est assez intéressante, c'est celle du 16 juillet 1945, et celle d'une première explosion atomique à Los Alamos, qui permettrait de repérer de façon assez simple, un peu partout, ce signal évidemment radioactif dans les roches, qui ferait que des géologues de l'avenir, étudiant les sédiments, repéreraient assez facilement, à partir de 1945, des couches géologiques que, dans le monde entier, ils qualifieraient de la même période ou de la même époque. Il y a une dispute, évidemment, si c'est une époque ou une période ou une ère, même pour certains. Une autre date, encore plus extraordinaire, totalement disputée, publiée dans Nature en 2015, c'est 1610. La date est disputée, elle ne sera probablement pas homologuée, mais regardez cette magnifique affaire de mélange entre, typiquement anthropocénique. Pourquoi 1610 ? Eh bien, c'est le moment, il y a un moment effectivement de baisse de CO2 dans l'atmosphère maximale en 1610. Et les auteurs disent, ils se grattent la tête pour dire mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Reforestation massive du continent américain. Pourquoi reforestation massive du continent américain aux alentours de 1610 ? Extermination de 50 millions d'Indiens. Et donc, depuis 1492, par le microbe et par l'épée, mais surtout par les microbes, 50 millions d'Indiens disparaissent de la surface de ce qui sera plus tard l'Amérique latine. Reforestation massive, absorption de CO2 et transformation climatique. Voilà l'hypothèse de Lewis et Maslin, je ne sais pas comment on dit, dans l'article de Nature. Donc ça, c'est ce genre de réflexion qui rend les scientifiques à la fois passionnés et un peu fous, parce que c'est des événements qui appartiennent pour moitié à l'histoire géologique, en tout cas climatologique, et pour moitié à l'histoire des grandes découvertes et à l'histoire, disons, qu'ils auraient laissé, voilà, c'est tout à fait le problème de la bataille entre les universités. On aurait laissé la partie conquête à l'université Stendhal ou à l'université Mendès-France, et on aurait fait la partie CO2 dans une autre université. Oui, mais l'Anthropocène, c'est précisément la liaison entre ces différents éléments qui, du coup, justifient le lien entre les universités. Et donc, le troisième terme qu'ils essayent d'aborder, qu'ils ont introduit, les mêmes, d'ailleurs Crutzen et quelques autres, c'est pour essayer de capter ce changement d'échelle, pour essayer d'absorber une histoire qui est aussi une géohistoire, ou plutôt une géologie qui devient, dans laquelle les humains se trouvent intégrés comme acteurs au même degré de puissance, de dépense d'énergie, d'activité que les forces géologiques qu'on croyait, en fait, disons, extérieures à l'activité humaine, ou du moins à l'intérieur duquel l'activité humaine n'était toujours qu'une petite activité négligeable de simples pygmées. Rappelez-vous tous les poèmes qu'on a lus sur le fait que la nature est indifférente et qu'on la regarde et que les glaciers seront toujours là et que l'eau roulera toujours, etc., et que nous sommes tout petits, et le sentiment du sublime qui en sort. Regardez comme nous sommes petits. Oui, mais nous avons une âme admirable. Ben ça, c'est fini. Parce qu'on est plus petit et notre âme n'est pas si admirable que ça. Et donc, du coup, le sublime disparaît, ce qui était une des grandes questions, évidemment, d'histoire littéraire. Et donc, ce changement d'échelle, cette espèce d'intrication continue que nous avons, dont on peut faire l'histoire, tous les historiens, les paléontologues, les technologues, les historiens des techniques travaillent sur cette longue histoire de l'intrication continuelle entre gouvernement des hommes et gouvernement des choses, avec à chaque fois une extension prodigieuse du nombre d'humains au travail et une extension prodigieuse du nombre de non-humains ou de choses ou d'objets de la nature au travail, qu'il s'agit des atomes, qu'il s'agit des minéraux, qu'il s'agit des animaux, qu'il s'agit des microbes, etc., eh bien, cette histoire a changé d'échelle. Et c'est ce changement d'échelle qu'on a de la peine à comprendre, parce que ces conséquences nous reviennent soudainement dans la figure et on ne sait pas quoi en faire. Et le terme qu'ils utilisent dans une série d'articles tout à fait intéressants, c'est celui de grande accélération.
Vous voyez ici, à droite, j'ai agrandi pour que vous voyez bien, que c'est un exemple, évidemment, il s'agit d'un proxy, ça n'a, la qualité numérique n'est pas à prendre tout à fait au sérieux, c'est un problème d'échelle. Si vous regardez le petit parallélépipède à droite en bas, c'est, disons, l'empreinte des humains globalement en 1900. Le parallélépipède juste au-dessus, c'est l'empreinte des humains en 1950. Certains d'entre vous, en tout cas moi j'avais quelques années, et peut-être ici quelques-uns, donc c'était tout petit, on était tout petit. On était déjà nombreux, 3 milliards, mais on ne pesait pas beaucoup sur cette planète. Notre footprint, comme disent les Anglais, était en fait assez faible. Et ce que vous regardez à gauche, c'est-à-dire c'est 2011, et maintenant il y a un nouveau papier depuis, qui a été publié l'année dernière, c'est l'empreinte des humains maintenant. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est une grande accélération, c'est pour ça que la date de 45 est tellement intéressante. C'est ça que repère cette espèce d'extraordinaire empreinte des humains sur ce qu'on ne peut pas appeler la nature, disons sur la Terre. Et c'est évidemment ça qui les intéresse. Et dans la dernière version du papier qui est publiée dans une revue qui s'appelle l'Anthropocene Review, qui est entièrement consacrée à la notion d'Anthropocène, il publie toute une série de nouvelles statistiques qui ont, je ne vous donne pas, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à la forme des courbes, vous la voyez suffisamment même de loin, et ce qui est intéressant, c'est de comparer les transformations qui viennent pour moitié dans l'article des sciences naturelles, comme ici, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse du carbone, qu'il s'agisse de la disparition des poissons, de l'acidification des océans, et la présence, les transformations venant des humains, disons socio-économiques, on dirait, que ce soit l'usage des téléphones, des voitures, etc. etc. Et c'est intéressant de qualifier cette grande accélération, parce que vous voyez que arriver à attribuer la responsabilité politique à cet humain, cet terrien, qui est de la taille d'une force géologique et qui a cette empreinte sur Terre, pose toute une série de problèmes immenses que les artistes, dont j'ai parlé dans la première partie, évidemment, essayent de capter. Et l'un de ces problèmes, le plus irritant en quelque sorte, le plus intéressant, c'est d'essayer de réinventer, avec des termes qui sont maladroits, mais qui sont produits aussi par ces scientifiques, ces climatologues et ces géographes, la notion de limite planétaire. C'est-à-dire d'inventer une science des alertes. La limite, c'est évidemment, vous imaginez le code couleur assez simple, c'est-à-dire c'est le moment où vous dépassez, avant que vous dépassiez la limite, que ce soit dans l'usage du carbone, dans l'usage que nous avons des terres, dans l'érosion des sols, dans l'acidification des océans, de pouvoir prévoir en quelque sorte, avant de passer le seuil, le moment où on est au rouge en quelque sorte. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette notion de limite est évidemment très contestée. Parce que comment arriver à calculer les limites du système Terre, comment arriver à construire sur un certain nombre de variables qui vont de la quantité, et chacune de ces éléments est disputée, évidemment, la quantité d'espèces, dont on ne sait même pas d'ailleurs le nombre exact, aussi bien que les questions du CO2, bien sûr, chacune en est disputée. Mais l'ensemble produit toute une réflexion où des scientifiques qui sont obligés de parler de phénomènes qui sont de phénomènes naturels, on aurait dit autrefois, sont obligés de se poser des problèmes qui sont éthiques, morales, juridiques. La notion de limite est complètement à toutes les valeurs. Vous entendez beaucoup parler maintenant de cette extraordinaire limite qui est d'interdire, ou plutôt de demander à ce que le pétrole et le charbon restent dans le sol, alors que si vous vous rappelez, il y a quelques années, on parlait du peak oil, c'est-à-dire du moment où il n'y aurait plus de pétrole. Maintenant, c'est plus du tout ça la question. La question, c'est est-ce qu'on va interdire, arrêter, suspendre l'usage du pétrole? Donc la notion de pic n'est plus une notion simplement objective. On pourrait dire quelle quantité on a, avec toutes les difficultés qu'il y a évidemment à le calculer, mais qu'est-ce qu'on décide? Et donc arrivent là immédiatement de grandes questions politiques, de grandes questions morales, on pourrait dire, de grandes questions qui sont d'une importance aussi juridique énorme. Je signale juste que si on interdit... Juste une question, désolé si je l'interromps, c'est très intéressant, mais je sens qu'il y a comme par rapport à ce que vous avez raconté, un certain pessimisme, comme si voilà, toutes ces limites étaient approchées avec tous ces graphiques un peu rouges. Rouge, oui, c'est très rouge les limites. Voilà, qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Non,
Non, en fait, ce que je trouve, c'est que tout ça, ça part un peu d'une hypothèse, d'une technologie constante. Et jusqu'ici, en fait, l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la technologie a évolué pas mal ces derniers siècles. Du coup, même ces projets qui sont de reconstituer un peu l'atmosphère par des moyens technologiques comme les projets de géo-engineering, nous avaient un petit peu liquidé en disant que c'était la mégalomanie. Ça me paraît un peu bizarre parce que c'est des projets qui sont approuvés par le GIEC. Donc, c'est un petit peu... Non, les projets de géo-ingénierie ne sont pas approuvés par le GIEC. Ils sont juste mentionnés comme étant affreusement dangereux. Quel est le point que vous voulez faire, M. Lebas? Non, mais du coup, je veux dire, on n'a pas raison aussi de croire que si on continue, disons, à la recherche, on va aussi trouver des moyens pour faire face à ces urgences qui sont réelles. Et là, j'ai l'impression que votre avis est de tout arrêter. Non, limite, c'est pas tout arrêter. Limite, c'est de dire, voilà, jusqu'où nous pouvons aller avec les ressources que nous avons, en gardant en tête, évidemment, vous avez raison de mentionner le point, la possibilité de transformation technique et d'innovation dont on n'a pas idée, mais à ce moment-là, il faut s'y mettre. Donc l'alerte, c'est aussi, c'est ça l'alerte. La partie orange, une fois qu'on est au rouge, bon, bah, il est un peu trop tard, je le reconnais. Mais avant, c'est aussi mettre en alerte une culture, une civilisation, une société contre le déni. Parce que pour le moment, est-ce que nous sommes en alerte ou est-ce que nous sommes en train de dire « ouais, bon, ben... » je ne sais pas, vous avez peut-être la réponse à ces questions, mais moi j'ai le sentiment que nous nous trouvons dans une situation plutôt, non pas d'alerte. Et imaginez ce qui se passerait, pour rebondir sur ce que vous dites, si nous étions dans une situation, alors prenons au sérieux l'affaire de guerre, si nous étions en situation de guerre, la rapidité avec laquelle nous aurions fait les innovations correspondantes. On ne parlerait plus de la mutation écologique. On visiterait les musées en admirant les décisions qui ont été prises et les innovations stupéfiantes qui ont été faites. Donc le problème n'est pas d'innovation, vous avez raison de lever la question, ça n'est pas d'innovation, c'est le fait qu'on n'est pas en alerte. Et donc le système intellectuel, le système de politique scientifique, le système politique, juridique, n'est pas en train de trouver des solutions. Donc c'est ça qui est intéressant chez ces scientifiques, c'est qu'ils sont, évidemment, ce sont des scientifiques, ils ont parfaitement compris qu'il y avait plein d'innovations qui allaient arriver. Le problème, c'est comment se fait-il que dans une situation de mutation aussi profonde, nous sommes d'un calme olympien. Nous sommes d'un calme extraordinaire. La conférence de Paris est dans 2 mois, 3 mois, et nous sommes d'un confort parfait en attendant que les choses s'arrangent. Et au fond, beaucoup de nous, entre nous, il y a toujours un petit personnage qui dit « après moi, le déluge », surtout si on a 68 ans. Et donc la question n'est pas une question d'innovation, la question est comment se fait-il que nous ne soyons pas en train de les mobiliser, ces innovations? Je vous remercie de cette interruption. Sur quelle... Donc l'une des autres raisons, et là je me rapproche de la géographie, et d'un thème que je trouve très beau dans ce qu'on m'a raconté sur l'Hexagone, je trouve, c'est devenir des dispositifs d'attention au territoire. Et je pense que ça, c'est vraiment la mutation à l'intérieur pour laquelle beaucoup de scientifiques sont en train de travailler. Et il en existe un petit groupe que je suis en train d'étudier, qui est sur les zones critiques, qu'on appelle les zones critiques. La zone critique, c'est la petite pellicule à l'intérieur duquel nous sommes. Elle est critique parce que si on l'a plus, il n'y a plus de vie. Donc c'est quand même relativement important. Mais elle est toute petite. C'est, disons, entre le bas de l'atmosphère jusqu'aux roches. C'est quelque chose de toute petite, pelliculaire. Et ces zones critiques sont équipées, instrumentées par toute une série de scientifiques pour essayer d'en tirer une représentation différente de ce que c'est qu'un territoire. Et le territoire, vous le voyez ici, ça peut être une vallée, comme ici, équipée de la quantité d'instruments, comme si, au fond, il fallait transformer le territoire sur lequel on est à la façon dont nous sommes transformés lorsque nous entrons dans un hôpital et que nous nous trouvons à l'intérieur d'une salle de soins intensifs. Au fond, la transformation des territoires en zones de soins intensifs, c'est ça dont il est question. Ce n'est pas simplement d'écologie au sens propre, parce qu'il s'agit aussi des villes, il s'agit aussi de problèmes sociaux, il s'agit des problèmes d'inégalité, il s'agit d'équiper, de transformer les territoires pour permettre une attention au sol. Et le sol, ce n'est pas simplement juridique, c'est aussi des vers de terre, des taupes, du bitume, de l'azote, etc. C'est le sol,
précisément le seul qui étudie les zones critiques. C'est vieil argument développé par les géographes et les écobiologistes depuis bien des années. Voilà un diagramme qui date d'un livre que je n'avais malheureusement pas lu, que je suis en train de lire, de Paul Duvigneau, La synthèse écologique. Et vous voyez toutes ces petites boucles à l'intérieur entre les arbres, les animaux, etc., et qualifiées, quantifiées, de façon à pouvoir transformer le sentiment que nous avons d'appartenir à ce territoire en quelque chose qui soit aussi équipé, aussi instrumenté et aussi surveillé, en quelque sorte, monitoré, que si nous étions, si c'était un problème de santé. Il y a un rapport très intéressant entre l'extraordinaire richesse des instruments que nous avons pour monitorer notre santé et la relative pauvreté et rareté des instruments que nous avons pour saisir et rendre sensibles les sols et les territoires. Et vous comprenez pourquoi j'utilise le mot d'esthétique aussi dans ce sens-là, parce que l'esthétique, c'est aussi des instruments. L'esthétique, pour un artiste, c'est rendre sensible par des appareils et des appareillages de la sensibilité, mais pour un scientifique, rendre sensible, et c'est aussi une esthétique, esthétique ça veut dire se rendre sensible, eh bien, c'est aussi de multiplier les instruments, et je commence une étude, voilà un très joli exemple d'instrument, c'est un arbre qui se trouve dans la Sierra, la Sierra du Sud, qui est maintenant malheureusement attaquée par d'énormes incendies de forêt, et qui est un arbre entièrement équipé pour essayer de rendre sensible, cette fois-ci aux scientifiques, aux pédologues, aux géomorphologues, aux spécialistes de l'irrigation, de l'hydrologie, pardon, quelle est la façon dont les racines et le système racinaire et les roches profondes tient son eau. Ça, c'est aussi important que ce que peuvent faire les artistes pour rendre sensible la présence des arbres dans un écosystème, ou plutôt c'est la collaboration des deux qui est tellement intéressante. Pourquoi? Eh bien, voilà un cas admirable qui n'est pas, où on a extraordinairement de difficultés à inventer un dispositif qui rend sensible, attentif au territoire. Ce sont ces scientifiques qui se trouvent maintenant ici, je les suivais dans une étude que je suis en train de faire, dans la vallée centrale. La vallée centrale de Californie, dont vous avez sûrement entendu parler, qu'elle manque d'eau, parfaitement plate, pas d'eau, et les gens qui sont en bas et qui utilisent et qui irriguent l'eau en tant qu'agriculteurs ne font à peu près aucune relation avec ce qui se passe en haut, dans la Sierra, où on a cette fois-ci des glaciers, de la neige, de l'eau, qui arrive évidemment après, mais le lien entre amont et aval, pratiquement, est un lien qui est incompréhensible. Vous avez en bas une dispute telle sur l'utilisation de l'eau que les Californiens n'ont pas encore appliqué leur nouvelle loi sur l'eau, donc il n'y a pas de mesure de l'eau, il n'y a pas de compteur d'eau. Donc chaque agriculteur pompe dans la nappe phréatique et chacun, en quelque sorte, fait descendre le sol de ses voisins, parce que la nappe phréatique a des formes un peu étranges, et donc vous avez des sols, j'ai vérifié que ça descendait par subduction, effectivement, c'est pas négligeable, c'est pas des millimètres, c'est des centimètres. Donc vous avez un agriculteur qui voit, pouf, son sol qui tombe, parce qu'à côté, vous avez un gars qui a pompé un peu fort dans la nappe phréatique, parfois à 200 mètres, avec des machines et des pompes très puissantes. Et en haut, il y a l'eau. Mais le problème, c'est que le lien à faire et à établir, c'est ça la notion de limite qui est tellement intéressante, entre le haut et le bas, entre l'amont et l'aval, ce n'est pas un rapport simplement objectif. Ce n'est pas parce que l'eau descend qu'elle construit le rapport social, le rapport politique, que, ah oui, ça dépend de ce qui se passe là-haut, et donc il va falloir modifier les lois sur l'eau. Et donc, vous avez là exactement le problème de ce que les zones critiques essayent d'aborder, qui est une espèce de construction de boucles de rétroaction, dont chacune doit être établie par une activité politique et esthétique au sens large, si vous ajoutez maintenant la représentation politique. Et puis il y a ce dernier personnage que je trouve tout à fait passionnant, qui est Gaïa, qui est un personnage très contesté. Ce personnage a été introduit dans la littérature par Lovelock, non pas du tout, comme on le dit souvent, pour dire c'est une version du global, du globe dans son entièreté, non, non. Gaïa, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est l'établissement de continuité entre toute une série d'agents. Ces agents, c'est aussi bien les arbres que les agriculteurs, que maintenant à l'époque de l'Anthropocène, évidemment, que les États, mais l'établissement d'une relation qui n'est pas encore globale. Précisément,
c'est ça qui est intéressant dans la mutation écologique, c'est que nous sommes chacun, pour notre compte, obligés de recomposer un globe, et nous ne pouvons pas nous confier, et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans la question de guerre et de paix dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas dire, il y a un ordre global, qui est la Terre, qui est le globe, pour le bien duquel nous allons maintenant tous prendre des positions et organiser notre vie publique. Il va falloir la composer, cette vie publique. Et c'est là où, évidemment, la question de Gaïa devient très intéressante. Et donc, troisième partie, si vous saisissez ces innovations assez étranges de nos amis scientifiques, ce sont des innovations qui sont toutes en train de légèrement modifier le rapport entre science et politique. Et c'est pourquoi Crutzen, mais beaucoup d'autres, sont accusés d'être en quelque sorte des militants et non plus des scientifiques. Pourquoi? Parce que tous ces termes, que ce soit la grande accélération, que ce soit la notion de limite planétaire, que ce soit évidemment Gaïa, ou que ce soit ce terme lui-même très disputé et très complexe d'anthropocène, sont accusés en fait de faire des alertes. Et c'est un problème tout à fait nouveau pour les scientifiques qui, jusqu'ici, pouvaient dire « mais moi, je ne fais que décrire une situation, mais je ne fais pas d'alerte ». L'alerte, ça, c'est autre chose. L'alerte, c'est, disons, un problème de valeur ou de morale ou un problème juridique. Or, tous les papiers qui paraissent chaque jour dans une revue comme Nature Climate, qui est la partie de Nature spécialisée dans le climat, si vous les lisez, vous êtes en situation, non pas de guerre, mais d'urgence. Et vous avez lu dans la presse de façon constante les problèmes que pose le GIEC, c'est-à-dire ce groupement de scientifiques qui est elle-même une organisation très étrange, diplomatico-scientifique, avec tous les problèmes justement que pose ce rapport très étrange entre diplomatie et science, et qui produit des énoncés assurés d'alerte. Et donc, c'est un hybride, si vous voulez. C'est un hybride entre des énoncés de faits, comme on aurait dit autrefois, et des énoncés de valeurs, en pensant que la division est très importante entre les deux. Et c'est ça qui, je pense, rend fou les scientifiques. Qu'ils soient, peu importe le bord dans toutes ces affaires. C'est que c'est très compliqué de se dire, nous sommes en train d'élaborer des énoncés qui sont des énoncés d'alerte et qui sont des énoncés de fait. C'est le problème que, aussitôt, et je crois que c'était ce que mon interlocuteur avait en tête, vous entraîne dans l'accusation d'être catastrophiste. C'est-à-dire, dès que vous lisez dans la presse un énoncé quelconque, vous avez quelqu'un qui vous dit que vous êtes catastrophiste. Peut-être M. Attali, par exemple, va vous dire que vous êtes catastrophiste. Et donc vous avez toujours un énoncé, vous avez toujours ce sentiment que les scientifiques sont accusés de ne pas en fait produire des données qui sont assez objectives, parce qu'ils y ajoutent une angoisse, et parfois plus qu'une angoisse. Et ils disent, par exemple, ils parlent, dans le cas de ce terme qui est assez utile, qui est le livre de Gore, « vérité qui dérange ». Qu'est-ce que c'est que de dire une vérité qui dérange? Et donc, non mais là vous sortez de votre rôle, vous n'avez pas à dire des vérités qui dérangent, vous allez dire des vérités. Et donc on a construit une espèce de position du scientifique en Monsieur Spock, si vous voulez, parlant d'une voix mécanique, mais si Monsieur Spock se met à parler de façon émue, il déroge en quelque sorte à la définition scientifique. Et ça, c'est un vrai problème qui capte une difficulté qui, je pense, à la source de notre confusion et de notre folie, altération du rapport au monde, quand il s'agit de ces questions, c'est que si vous regardez, je résume évidemment par un diagramme d'une simplisme énorme, cette longue histoire de nos relations entre gouvernement des hommes et gouvernement des choses, cette espèce de constant mouvement où à chaque étape nous apprenons comment nous nous mélangeons aux activités de tous les vivants et de tous les non-vivants, et puis nous remodelons ce que c'est que le monde social, et puis nous recomposons, et nous avançons comme ça depuis plusieurs centaines de milliers d'années, l'interprétation que nous faisons de ce mouvement obéit à deux principes
de lecture, de narration complètement opposées. Et je pense que dans cette salle, nous sommes effectivement partagés. Non pas partagés parce que nous n'avons pas les mêmes opinions, mais chacun de nous, à l'intérieur, est partagé par cette argument. C'est-à-dire qu'il y a une première lecture de dire, mais cette histoire des humains qui n'arrêtent pas d'innover dans la façon dont ils gèrent les humains, la construction des villes, la construction des États, les grandes organisations, les entreprises, etc., et la façon dont ils manipulent, transforment, modifient la multitude des êtres avec lesquels nous partageons notre existence, c'est le grand récit de la modernisation. C'est le grand récit du progrès. C'est le grand récit de l'émancipation. C'est lui sur lequel nous avons vécu, nous en tout cas les Européens, ceux qui précisément ont tenu ce discours aux autres, à ceux dont nous avons souvent pris les ressources et les sols, et c'est ce mouvement-là qui nous définit. C'est pour ça que nous sommes des innovateurs, des créateurs, des modernes, et on y va. Mais le problème, c'est que ce même diagramme peut être lu, cette même histoire, par une interprétation et un grand récit complètement opposés. C'est-à-dire, imaginez que cette longue histoire nous a rendus de plus en plus dépendants, de plus en plus intimement reliés, avec un nombre de plus en plus grand d'êtres chimiques, biologiques, sociaux, avec lesquels nous mélangeons constamment notre existence. Et ce n'est pas un récit d'émancipation, ce n'est pas un récit de modernisation, c'est un récit d'enracinement, d'implication, d'inquiétude. C'est un récit de surprise continuelle à la dépendance que nous avons envers tous ces êtres, dont l'un complètement imprévu, qui est évidemment le fait que nous avons une dépendance avec le climat. Enfin, comment imaginer qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, on aurait pu s'intéresser à une conférence sur le climat. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, disons, parce que ça dure depuis 30 ans. Le climat n'était pas l'être avec lequel nous étions impliqués. Eh bien, donc, dans un récit d'émancipation, on s'arrache aux contraintes. Dans un récit d'implication, on rentre dans ces contraintes, et la seule certitude que nous avons, c'est que demain, il y aura encore plus de contraintes, il va falloir prendre en compte de plus en plus d'éléments, et que la question de notre intrication à l'intérieur des choses chimiques et biologiques va devenir plus intense. Et donc on a, c'est ça qui est quand même qui rend notre existence très, très compliquée, c'est qu'on a les deux en même temps. Nous avons ces deux récits simultanément dans les têtes. Innover, créer, se développer, s'émanciper, qui reste absolument toujours capital, d'autant qu'il y a des milliards d'humains qui demandent précisément à être profiter des biens que nous avons multipliés, et puis simultanément cet autre récit qui nous angoisse, ou plutôt la contradiction des deux nous angoisse pas mal, et nous nous trouvons à l'intérieur de cette situation dans laquelle tous les jours nous apprenons qu'il va falloir prendre en compte encore un nouvel élément que nous avions laissé derrière nous. Si vous interrogez maintenant des gens de l'INRA sur ce que c'est que l'agriculture moderne, vous aurez la surprise complète d'entendre des gens vous dire, mais entre agriculture moderne, ça peut vouloir dire aussi bien agriculture ex-moderne démodée, ou au contraire nouvellement moderne bio, et vous n'avez plus du tout s'il faut mettre des haies parce que c'est au contraire très avancé, non moderne ou post-moderne, ou s'il faut les enlever pour moderniser l'agriculture. La querelle sur l'énorme querelle sur les cochons, est-ce que c'est des cochons modernes ou post-modernes ou plus du tout modernes, se pose. Et donc vous avez à chaque fois, dans tout sujet maintenant, qu'il s'agisse de nourriture, qu'il s'agisse de réfugiés, qu'il s'agisse de la façon dont vous allez construire vos bâtiments, où vous allez mettre un tramway ou pas, vous vous trouvez à chaque fois dans une situation où la gamme correspond d'un côté à des gens qui vous disent « modernisons, modernisons, modernisons », et ceux qui se battent ou qui ne sont pas d'accord sont irrationnels, archaïques, etc. Et simultanément, le sentiment que non, il va falloir aussi, en même temps, construire cette émancipation et multiplier des capacités d'intelligence et des capacités d'attention à la multiplicité des êtres avec lesquels nous composons notre existence, qu'on n'avait pas prévu. Et c'est en ce sens-là qu'on n'a jamais été moderne, parce qu'évidemment, cette histoire a toujours été ambiguë, on a toujours été divisé, mais c'est vrai que maintenant, avec la mutation écologique, on est beaucoup moins à la capacité à arrêter la discussion en disant « nous voulons nous moderniser » diminue. C'est la seule chose vraiment positive de cette affaire de mutation écologique,
il est beaucoup plus difficile d'obtenir l'accord simplement en disant modernisons-nous, parce que si vous dites modernisons, ça veut dire quoi? Quelle est la liste des aides que vous appelez à moderniser? Plus personne n'est d'accord. Et ça, c'est bien, en quelque sorte. Et donc... Excusez-moi, désolé. C'est comme si on est dans une impasse, on ne peut plus rien faire, on est pris dans des contradictions. Mais franchement, en ce moment même, il y a des gens qui sont en train de travailler pour trouver des solutions concrètes au problème climatique. Non, mais c'est vrai, c'est des solutions qui passent par, je ne sais pas, des solutions de marché. La discussion n'a pas commencé encore. Oui, mais j'ai juste pour préciser quelque chose, parce que tout à l'heure, M. Ladoux a dit, ça serait bien... Est-ce que vous écoutez, monsieur? Non, mais juste une seconde, parce que... Non, une seconde. C'est un problème de démocratie. Non. Ça, c'est la tolérance. J'ai l'autorisation de M. Ladoux. Enfin, encore une raison. Vous voulez parler? Vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous voulez parler? Merci. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Merci. Le respect, la démocratie, c'est le respect des règles qui ont été établies. Monsieur Ladoux m'a permis de parler. Mais ça, on n'est pas d'accord. Je vous donne 5 minutes avant ma conclusion, monsieur. Enfin, 3 minutes. 1 minute. C'est juste, je voulais soulever un problème juste de démocratie. C'est-à-dire que ça, c'est très intéressant, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il faut faire un peu les comptes avec ce qu'on est actuellement aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, M. Ladoux a dit on serait content si on était dans une économie de guerre, on serait content du résultat. Donc, ça veut dire qu'il faudrait être content d'être en dictature. Donc ça, je trouve ça inquiétant. Et aujourd'hui, nous, chacun de nous, aujourd'hui, par nos actions, en fait, quelque part, on dit qu'on est d'accord avec un certain système. Parce que vous, excusez-moi, on prend tous la voiture, on prend tous l'avion, on n'est pas végétarien, on fait toute une série d'actions. Et donc ça, c'est aussi la démocratie. C'est-à-dire qu'on fait des actions qui légitiment un certain état des choses. Donc, ce que je pense, c'est juste pour dire quelque chose. Voilà. Voilà. D'accord, mais vous pouvez me dire ce que vous pensez. Oui, mais la réaction est... Bah, c'est une assez belle illustration de mon transparent. C'est que c'est dur de gouverner le climat. Et donc, le livre de Haïkout est, comme vous le remarquez, c'est un livre remarquable, certains l'ont peut-être lu. Il y a un point d'interrogation sur gouverner le climat. Et je remercie mon interlocuteur et mon interrupteur de nous avoir donné une belle illustration de ce problème de point d'interrogation. Gouverner le climat voudrait dire que nous serions capables de représenter des positions très différentes et très opposées dans quelque chose qui serait forcément assez tumultueux. Et donc nous revenons sur le thème de la guerre et de la paix. S'il s'agissait, comme le suggère, je pense très injustement, mon interrupteur, d'avoir un gouvernement mondial et que ce gouvernement mondial attribuerait, pour des raisons qui seraient peut-être fondées sur la science ou probablement plutôt sur la science économique, et attribuerait aux différents pays qui vont se réunir en décembre à Paris des quotas de CO2, nous ne serions ni en guerre ni en paix, nous serions dans une situation de domination rationnelle d'un État commun. Et donc là, le globe serait unifié. Il y aurait quelque chose qui ne serait pas les Nations Unies, mais un gouvernement global mondial, et qui attribuerait
avec une certaine autorité, au nom de tout un système de calcul qu'on peut imaginer, et donc que certains d'ailleurs sont en train de compter. Vous, les Indiens, vous pouvez faire ça, vous, les Américains, vous pouvez faire ça, vous, les Français, vous pouvez faire ça, vous, les Allemands. Ce gouvernement n'existe pas. Et c'est cette destruction du globe que représente, à mon sens, une des interprétations possibles du Mélancolia. Nous rêvons de ce globe. Nous imaginons cet État qui serait capable d'unifier les 180 pays. Monsieur Fabius et Madame Ségolène Royal rêveraient de se trouver, enfin, je ne suis pas sûr d'ailleurs, rêveraient de cette existence qui serait capable d'attribuer des positions. Et nous sommes effectivement en guerre. La guerre, l'état de guerre ne veut pas dire forcément qu'on se bat. L'état de guerre, c'est de dire qu'il n'y a pas de supérieur commun capable d'attribuer ces différentes positions, et donc il va falloir négocier. Donc ce qui est très intéressant dans ce point d'interrogation gouverner le climat, c'est de reposer la question de ce que c'est que de négocier sans avoir au-dessus de soi l'unification du globe qui attribuerait des positions ou qui serait en quelque sorte le référé, l'arbitre ultime. Qu'est-ce que c'est que de négocier sans arbitre ultime? Et cette question demande des innovations en théorie politique, en géographie, en géopolitique, qui sont du plus grand intérêt. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans une série d'expérimentations en mai, avec des élèves d'un peu du monde entier. C'est pour ça que vous voyez dans chacune de mes slides le petit Make It Work. Nous voulions préparer la conférence de Paris de décembre, mais la faire mieux. Parce que nous savions, nous pensons, malgré, j'ai toujours l'espoir que ça réussisse, mais enfin, des pays qui s'occupent, qui essayent de régler la question du climat, alors que chacun de leurs sujets se trouve les traverser et ne pas tenir à l'intérieur des frontières nationales, c'est quand même, les chances de réussite sont faibles. Et donc, ils n'arrêtent pas, en quelque sorte, de mettre à l'extérieur les différentes sources de paix possibles. Et donc, nous avons essayé de constituer une expérience dans laquelle les représentants, qui sont des représentants des pays, se trouvent confrontés, affrontés, à des représentants des êtres avec lesquels ce gouvernement des hommes a toujours été mélangé par le gouvernement des choses. Autrement dit, dire, comme vous le voyez ici, vous aviez ces jeunes étudiants dont les uns représentent le sol et les autres représentent les États-Unis d'Amérique et les autres représentent des espèces en voie de disparition. À égalité de souveraineté. Et donc tout l'intérêt, c'était de tester si la notion de souveraineté est réservée aux États et aux humains ou si elle peut être argumentée d'une façon crédible à l'intérieur d'une simulation, dans quelque chose qui est à la limite entre le jeu et le modèle, pour dire qu'est-ce qui se passe si on organise une simulation pendant une semaine où la présidence peut dire « États-Unis, vous avez 1 minute pour répondre. Sol, que répondez-vous ? Et forêt, que répondez-vous ? Maintenant, la parole est à l'Amazone. L'Amazone, qui n'est pas le Brésil, qui est l'Amazone particulière. Ou, dans un cas tout à fait simple, à l'Union européenne, qui est déjà un mélange. Et d'y ajouter, évidemment, c'est là le point qui nous avait beaucoup intéressé, les forces dont on dit toujours qu'elles sont extérieures à la négociation, mais qu'elles le manipulent, qui sont les intérêts économiques. Que les pétroles et le charbon disent quel territoire ils ont et quelle souveraineté ils exercent. Et c'est là où on ouvre la question de paix et de guerre d'une façon différente. Au lieu de dire, vous avez des pays qui négocient, mais tout ce qui importe est en dehors, c'est-à-dire soit international, soit la nature qui est extérieure, qui n'est pas dans la négociation, comme Michel Serres l'avait dit dans un très beau texte en 2009, soit les intérêts économiques qui sont en dehors de la négociation et qui sont en fait en situation de lobby, dire non, tout ce qui est susceptible d'interférer sur la négociation doit être représenté à égalité de souveraineté. Et donc doit se présenter sous ses propres couleurs, avec son propre panneau, il s'agit évidemment d'une simulation, et être capable de négocier. Donc c'est ça que nous avions essayé de faire,
dans le cadre tout à fait extraordinaire du Théâtre des Amandiers. Donc dans un théâtre, je donne cet exemple parce qu'il est assez exemplaire pour moi de ce qu'on essaye de faire ici avec la collaboration art et sciences, c'est-à-dire un théâtre s'est transformé complètement, il a transformé son mobilier, il a transformé ses salles pour accueillir 300 délégués représentant des innovations de théorie politique et de sociologie des sciences, en quelque sorte aussi. Les scientifiques étaient distribués dans toutes les différentes délégations, et d'essayer de trouver un mode de négociation original sur cette affaire. Négociation, non pas au sens « il faut que vous vous entendiez », négociation au sens « il faut que vous alliez à fond, au fond de vos désaccords ». Et je remercie mon interlocuteur, mon interrupteur de m'avoir interrompu, même s'il a été lui-même, je trouve, de façon un peu violente, ramené au silence, alors que c'est un acteur de Gaia Global Circus que vous verrez, bien sûr, dans quelques... Et donc, à l'intérieur... à l'intérieur du théâtre, on a fait quelque chose d'assez représentatif de cette difficulté à négocier, qui est, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus d'extérieur qui puisse venir interrompre la négociation, mais que les intérêts, donc les inquiétudes, les définitions du monde dans lequel se trouvent les différents délégués est dans la salle. Et ça, c'était tout à fait passionnant, parce que il y a eu un moment, il y a eu évidemment des crises très nombreuses pendant cette semaine. Vous voyez ici le Théâtre des Amandiers transformé en Make It Work. Et les délégations, dont vous voyez ici le petit panneau qui les annonçait au début, sont très diverses. Vous avez aussi bien l'atmosphère qui était représentée juste à côté de l'Algérie. Et donc vous avez quelque chose qui est assez étrange. Mais ça veut dire que la définition d'un territoire est modifiée par le fait que vous avez les autres qui sont là et qui décident « Non, non, mon territoire... » Vous ne pouvez pas définir un territoire sans que l'atmosphère soit représentée. Dans une négociation sur le climat, il faut bien que l'atmosphère soit représentée. Si elle est extérieure et qu'elle est représentée uniquement par des scientifiques qui disent qu'il ne faut pas dépasser tel ou tel niveau de ppm de CO2, eh bien, il est évident que ceux qui sont dans la négociation à l'intérieur vont s'entendre entre eux, contre. Et donc il fallait qu'une voix soit donnée. Et ce grand problème de théorie politique que nous avons tous appris en lisant Hobbes, ce fait que les négociations, enfin plutôt la définition même d'un État exige d'être représenté par une voix, eh bien, c'était représenté par une voix. Ça paraît bizarre de dire, mais l'atmosphère, qui représente l'atmosphère? Mais les scientifiques représentent l'atmosphère en un certain sens. Ce sont les voix de l'atmosphère. Ils parlent bien. Je dis dans les deux sens du mot, ils parlent bien. Et donc, ils définissent une rhétorique au sens très positif du mot rhétorique, qui doit être inclus dans la négociation. Et les lobbies, ils parlent aussi, oh Dieu sait que s'ils parlent, qu'ils représentent le territoire à l'intérieur duquel ils se tiennent, qu'ils représentent la souveraineté, qu'ils disent ce pourquoi ils sont prêts à mourir, ou plutôt à faire mourir les autres. Et donc c'est cette négociation-là, évidemment il s'agit d'une simulation, mais je crois que nous avons en partie, du moins essayé, de résoudre ou de poser dans des façons nouvelles et qui ne sont pas malheureusement celles de la conférence de Paris, quelque chose qui sera utile après, qui est une façon, non pas de déclarer la guerre, la question m'a été posée au début de cet exposé, non pas de dire nous sommes en guerre, mais de dire il est impossible de faire la paix sur ces questions d'écologie qui nous rendent fous, parce que nous sommes complètement en contradiction à l'intérieur de nous-mêmes sur ces questions, si on ne déclare pas qu'il n'y a pas d'État supérieur, d'État de la nature, en quelque sorte, qui serait capable de faire la paix. Autrement dit, on ne fera la paix que si on accepte le fait qu'il n'y a pas d'arbitre souverain. Et ça, c'est un problème de science, c'est un problème, évidemment, de démocratie, mais c'est aussi un problème d'art. Parce que n'oubliez pas que le mot « représentation » a trois sens, qui sont en fait, en pratique, toujours mêlés, même s'ils sont utilisés différemment dans chaque université. Représentation scientifique, est-ce que je donne du monde une version exacte? Représentation politique, est-ce que les voix que je représente sont effectivement ceux des silencieux au nom duquel je parle, et peu importe que ce soit des humains ou, comme je dis, des non-humains, et représentation artistique, non pas au sens d'un modèle traditionnel représentatif, mais au sens de se rendre sensible à. Et donc, j'ai essayé de répondre à la question. Je vous remercie et je remercie Luigi de m'avoir interrompu. Merci.